Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 13 décembre 2023 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous débuterons dans le département de Savoie qui se remet des fortes crues enregistrées depuis plusieurs semaines déjà. Une montée des eaux qui a entraîné de nombreux dégâts sur les lignes de chemin de fer de la vallée. Sur place, les travaux avancent, nous le verrons dans un instant. Et puis nous nous pencherons sur la problématique de l'usage de robots de traite dans le processus de fabrication du reblochon. Une opportunité pour les uns, un risque pour les autres. Nous ferons le point sur ce dossier dans quelques minutes. Je vous l'évoquais à l'instant, un mois à peine les crues dévastatrices, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre en vallée de Tarentaise, notamment autour de la gare de Notre-Dame de Briançon, qui a été fermée suite aux dégâts engendrés par les inondations. Depuis, les agents de la SNCF travaillent d'arrache-pied pour rouvrir les voies avant les vacances de Noël, un objectif qui devrait être atteint. En effet, les trains vont de nouveau pouvoir circuler entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice dès ce vendredi. Plus de précisions dans ce reportage de Kezia Poudou. En 130 ans, c'est la première fois que les voies ferrées de la gare de Notre-Dame de Briançon subissent de tels dommages. Pour leur réparation, 1300 tonnes de ballast ont été réinjectées car les crues du 14 et du 15 novembre ont été dévastatrices. Un peu plus haut, vous voyez donc le ruisseau de la Fougère et notamment le pont-rail, là où vous voyez les câbles rouges. Donc c'est là où le ruisseau est sorti de son lit. De ce point-là, il a emprunté la voie SNCF sur l'intégralité de la gare de Notre-Dame de Briançon pour se rejeter dans l'Isère 800 mètres plus bas. Vous aviez deux brèches d'environ 20 mètres, une au niveau du pont-rail derrière nous et une au bout des quais de la gare de Notre-Dame. Donc deux brèches de 20 mètres. Toutes les installations de signalisation ferroviaire que vous voyez au bord des voies, elles ont été inondées. Donc on a remis à neuf l'intégralité des installations. 60 soudures ont été nécessaires pour remettre en place les panneaux ferroviaires. Une étape qui a tout d'abord nécessité le déplayage du mètre de boue et de matériaux qui ensevelissaient les voies. Des travaux qui ont commencé 2 jours après les crues, avec une livraison du chantier prévue moins d'un mois après. C'est un délai extrêmement court, disons nos processus classiques, habituels, volent en éclats. Enfin, là, on est dans l'urgence, donc les études ont été menées en 3 jours. Enfin, les experts sont venus sur le terrain, nous ont fourni une note d'étude en 3 jours. On a fait intervenir une entreprise, donc pareil, pas de consultation avec plusieurs entreprises qui peuvent durer des mois pour des travaux comme ça. Donc on a un peu co-construit finalement avec l'entreprise la solution. Cela fait près d'un mois que les équipes sont mobilisées 24 heures sur 24 et ce 7 jours sur 7 pour permettre la réouverture de la gare prévue ce vendredi 15 décembre. Un retour du trafic ferroviaire qui sera d'abord pour des raisons de sécurité limité à 40 km/h sur cette portion et ce durant le premier week-end. Créé en 2014, le CIPROL, le syndicat professionnel des producteurs de lait AOP, mène depuis 10 ans maintenant un combat pour permettre à ses agriculteurs adhérents d'utiliser des robots de traite en libre service. Face à eux, les AOP Reblochon et Reblochon de Savoie continuent d'exclure le recours à ces outils technologiques dans leur cahier des charges. Cela en préconisant uniquement 2 traites par jour, le matin et le soir. Alors que le dossier semble actuellement être dans une impasse, Sébastien Germain a rencontré plusieurs agriculteurs favorables à cette innovation technologique. Voici ce reportage. La scène paraît presque chorégraphiée. Au GAEC chez Coutard, à Arenton, la traite des vaches se fait en totale autonomie pour la centaine de bêtes que compte l'exploitation agricole. Car ici, Roland Putaz, le propriétaire des lieux, a fait le choix du robot de traite depuis 2013. C'est pas du tout la même vie, c'est un confort de travail qui est énorme par rapport à ce qu'on vivait avant. Les vaches sont plus bousculées, il y a un confort de travail, il y a un bien-être animal qui est immesurable par rapport à ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, on n'envoyait plus un chien, on n'a plus un bâton, on n'a plus rien, les vaches vivent leur vie à leur rythme. Il y a une hiérarchie dans le troupeau, il n'y a plus de bagarre puisqu'elles viennent se faire traire à l'heure qu'elles veulent, elles viennent manger à l'heure qu'elles veulent. Il y a un confort de travail qui est énorme. Et moi, je n'aurais pas voulu que ma fille s'installe dans les mêmes conditions que nous, on a fait il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. Mais voilà, le recours à ce système technologique ne plaît pas à tout le monde. Depuis 2012, dans leur cahier des charges, les AOP Reblochon et Reblochon de Savoie ont mis en place des mesures qui excluent l'utilisation de la traite en libre service, rendue possible grâce aux robots de traite. De fait, les producteurs de lait qui utilisent ce type de machine perdent automatiquement leur appellation d'origine protégée,
Une décision que regrette amèrement le CIPROL, le syndicat professionnel des producteurs de lait AOP. Ils estiment qu'il faut faire 2 traites par jour. 2 traites par jour, bon, c'est pas le terroir, quoi. C'est un manquement voilà, de moyens, quoi. La rémunération du produit n'est pas la même. Aujourd'hui, on a fait des investissements dans nos fermes, et quand on est mis dehors du jour au lendemain d'une appellation, bah, ça met quand même une ferme en péril, quoi. Il n'y a pas d'études en France qui nous démontrent qu'on a tort, quoi. En Suisse, ils ont fait des études sur le vacherin fribourgeois et qui démontrent que le lait à robot n'a pas d'atteinte. Ça veut dire que par rapport à une traite traditionnelle, le lait à robot est aussi bon, voire même meilleur pour faire un bon vacherin. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à comprendre. La division sur ce sujet est telle qu'aujourd'hui, déjà 9 fermes sur les 30 que compte le CIPROL ne peuvent plus produire de lait avec le label AOP. Et pour la députée Christelle Pétex-Levé, c'est l'ensemble de la filière qui sera impactée à l'avenir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui se sont fait exclure du reblochon partent pour beaucoup sur de l'atome. L'atome était totalement réglé en termes de marché et ça vient dérégler le marché. Donc ça va avoir des conséquences sur l'ensemble des produits laitiers, fromagères dans les mois et les années à venir. Et si on souhaite que nos exploitations agricoles perdurent, on sait bien qu'il faut aussi qu'on travaille et qu'on progresse et qu'on innove sur ces méthodes. Le dossier semble aujourd'hui être dans une impasse et la suite des événements entre le CIPROL et le Certipac, un organisme de contrôle, se jouera devant les tribunaux au début de l'année 2024. On n'a donc pas fini d'en parler. Vous le saviez peut-être, ce lundi 11 décembre était la journée internationale de la montagne. À cette occasion, 8 Mont Blanc vous a proposé, tout comme 23 autres télés européennes, la toute première diffusion simultanée du dernier film documentaire de Jean-Michel Jorda, Everest Invaders. Une sortie pour laquelle le réalisateur, bien connu de notre public, a décidé de privilégier les diffuseurs locaux. Une réelle chance pour notre antenne, mais un choix atypique dans le milieu de la télévision. Nous avons pu joindre Jean-Michel Jorda en visioconférence. Il nous a expliqué ses choix et ses motivations. Je vous propose de l'écouter. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sans la 8 Mont Blanc en particulier et les chaînes locales en général, je pense que je n'aurais pas fait de film documentaire, parce que je n'étais pas du métier. Et donc ces chaînes-là m'ont permis d'évoluer, d'apprendre des choses et ensuite d'atteindre d'autres chaînes. Et donc, avec ce film en version originale espagnole qui passe en Espagne, mais en le proposant aux chaînes locales, c'est un clin d'œil. Je crois qu'il y a 5 millions de gens qui regardent une chaîne locale en France par semaine, si les chiffres médiamétrisent, j'avais regardé ça. Et je pense que ces chaînes locales sont importantes parce que, on le voit sur ce film-là, aucune grande chaîne ne l'a voulu, par exemple. Et parce que le sujet est un peu touchy. Je ne parle pas des grands sujets du moment, je parle de quelque chose de plus global qui intègre les grands sujets du moment, et sur les montagnes, sur la pollution, sur ce genre de choses. Et donc, donner le film aux chaînes locales, c'est rendre un petit peu, dire merci. Je leur dis merci. J'essaye, à ma façon, de faire un clin d'œil à ces chaînes qui m'ont beaucoup aidé. Voilà, en dehors des grands circuits de production. Everest Invaders que vous pourrez retrouver sur notre antenne ce samedi à 16h et 22h et à ce dimanche matin. Et si d'aventure le sujet et le personnage vous intéressent, le réalisateur catalan vient également tout juste de faire paraître son premier livre intitulé Troubadour des sommets aux éditions Cordée Photographique. Nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont Blanc et comme d'habitude, merci à toute l'équipe. On se quitte avec quelques images du niveau des eaux sur le lac d'Annecy. En effet, si le niveau n'a pas dépassé le record établi en 1944, de nombreux débordements ont été enregistrés la nuit dernière à Angon, à Sevrier ou encore au niveau du port des Marquisats, comme vous pouvez le constater. Dans quelques instants sur votre antenne, Thierry Paulme vous attend pour son bulletin météo, suite à quoi nous vous proposerons de retrouver votre magazine Mon meilleur ami pour le dernier numéro de la saison. Quant à moi, je vous retrouve demain à 18h pour un nouveau journal, mais d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée avec nos programmes. À bientôt.